Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public, au cours duquel nous allons essayer d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, Jean-Louis Bourlange, essayiste et ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Je vous rappelle que vos contributions nous sont nécessaires et même indispensables. Je suis heureux que mon appel de la semaine dernière ait commencé à porter ses fruits, mais comme on dit dans tous les sports, il ne faut pas relâcher son effort. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro poursuit le projet de Printemps des philosophes, avec le numéro qui a pour titre « Penser nos vies avec Freud ». Ce numéro est ainsi chapeauté. Après Marx et les mystères du capital, nous poursuivons notre série de printemps avec Freud et son exploration de la psyché humaine. 170 ans après sa naissance, l'inventeur de la psychanalyse a-t-il encore quelque chose à nous dire ? Loin des anathèmes, nous avons voulu, dans ce numéro, exposer clairement la genèse des découvertes freudiennes, tout en les passant au tamis de nos interrogations les plus contemporaines, du consentement aux guerres, en passant par l'intelligence artificielle et les traumas d'enfance. Mercredi, nous poursuivons notre conversation avec Marie-Vanne de Saint-Pulgent autour des rapports entre les musiciens et le pouvoir en France où rien ne peut exister s'il ne passe pas par le tamis, par le filtre, par le labyrinthe de la politique. Et c'est ce que Marie-Vanne de Saint-Pulgent raconte avec cette érudition fluide qui est l'une de ses marques. Le prochain enregistrement en public aura lieu le dimanche 7 juin. On peut s'y inscrire dès maintenant, c'est bien sûr à l'école alsacienne. Et comme vous le savez, toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Intéressons-nous maintenant au premier des deux sujets que nous avons retenus, celui des rapports entre le MEDEF et le Rassemblement national. Depuis au moins 10 ans, notamment depuis la campagne des législatives de 2024, les sphères patronales se voient reprocher d'être bienveillantes à l'égard du Rassemblement national. Critique nourrie par les contacts de plus en plus fréquents que des mouvements d'employeurs et des responsables de groupes interpatronaux établissent avec le parti de Marine Le Pen. Quelques jours après le dîner de Marine Le Pen avec les patrons du CAC 40, le bureau du MEDEF a reçu le 20 avril, pour la première fois officiellement à déjeuner, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Une réunion qui s'est tenue en présence de son président Patrick Martin, mais aussi des dirigeants des grandes fédérations professionnelles, des banques, du bâtiment, des travaux publics ou de la métallurgie. Le débat est ouvert au sein du patronat sur l'opportunité de telles rencontres. Le positionnement du premier mouvement d'employeurs a évolué depuis 20 ans. Lorsque Laurence Parisot était la présidente du MEDEF entre 2005 et 2013, la doctrine du cordon sanitaire prévalait. En 2019, changement d'approche avec Geoffroy Roux de Bézieux, le numéro 1 de l'organisation à l'époque souhaitait convier Marion Maréchal Le Pen à un débat pendant les universités du MEDEF, mais il y avait finalement renoncé devant le tollé suscité par ce projet. Aujourd'hui, les relations se sont normalisées, car pour Patrick Martin et de nombreux autres patrons, il est impossible de tenir à distance la formation qui a le groupe le plus étoffé à l'Assemblée nationale. Pascal Demurger, directeur général de la compagnie mutualiste Maïf, s'est élevé dans Le Monde contre ce rapprochement. Il dénonce, je cite, « une erreur tactique et une illusion d'optique d'imaginer pouvoir influer sur une idéologie aussi radicale ». Fin de citation. À un an de la présidentielle, il ressort de ces rencontres que le programme économique du RN est loin de convaincre les milieux d'affaires. Le parti à la flamme se défend de tout renoncement à son programme économique qui, sur des sujets comme l'Union européenne, la réforme des retraites, l'immigration de travail, reste profondément urticant aux yeux des milieux d'affaires. Sur cette question,
Michaela Wiegel. Oui, je pense tout d'abord, il faut remarquer que cette question des contacts entre le patronat et les partis de l'aile droite du spectre politique se pose un peu partout en Europe. Et je dirais qu'il y a trois voies. La voie italienne, où en quelque sorte, sous la tutelle de Mario Draghi, on a essayé de rationaliser les contacts avec les partis d'extrême droite ou de la droite extrême, selon ou de la droite populiste. Il y a les démarches allemande, qui est qui était celle de Laurence Parisot du cordon sanitaire entre le patronat et les partis d'extrême droite. Et il y a maintenant la démarche du MEDEF, qui consiste à un dialogue. Alors, je pense tout d'abord, on peut remarquer, le déjeuner, c'est quelque chose de très, ou le dîner, comme les patrons avec Marine Le Pen, c'est quelque chose de très français. Pourquoi faut-il un repas pour s'échanger sur des idées politiques et économiques? D'un point de vue allemand, ça paraît déjà comme en quelque sorte une sorte d'intimité. Quand on partage un repas, on est beaucoup plus proche que quand on fait juste un pur échange d'idées. Donc, sur la forme, il y a à dire. Et il y a surtout à dire, je pense, sur la façon comment on communique autour de ces échanges. Alors, je pense, la première question, ayant reçu une réponse positive, c'est-à-dire est-ce que on peut discuter avec le Rassemblement national, il s'agissait vraiment de formuler une stratégie de communication, comment on communique autour de ces échanges. C'est peu dire que la communication était désastreuse. On a dit, on ne fait pas de commentaires et on a laissé à des observateurs de l'ombre le soin de lancer des rumeurs. Donc, on a appris que, soi-disant, Marine Le Pen a déçu les patrons. On a appris que Jordan Bardella ne semblait pas saisir toutes les idées, mais qui était très attentif à ce qu'on lui racontait. Mais on n'a eu aucune démarche constructif de la part du MEDEF pour dire ceci sont nos idées et cela nous paraît aller à l'encontre de ce que Jordan Bardella ou plus tard, quand ils vont recevoir Jean-Luc Mélenchon, propose pour la France. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est l'absence totale d'une démarche cohérente du MEDEF qui devrait normalement, en tant que plus importante organisation patronale et qui représente le monde de l'entreprise, quand même avoir quelques idées face aux nombreux défis sur le plan économique pour la France. Mais là, silence total, on n'est pas rentré dans les débats et ça fait malheureusement le lit d'une communication de l'à peu près. Il est quand même assez consternant qu'à un an de la présidentielle, avec la situation financière dans laquelle se trouve la France, qu'on n'a pas la moindre idée ce que le Rassemblement national veut réellement faire, par exemple, sur la réforme de la retraite. Il y a des va-et-vient, retour vers 62 ans ou pas. On a des vagues idées qui veulent privatiser la télévision et la radio publique. Mais sinon, à part dire on va couper tous les aides pour les immigrés, on ne sait absolument rien sur leur réduction, sur les coupes qu'ils veulent faire pour assainir les finances de l'État. Et on ne sait rien non plus comment ils envisagent la vie économique dans une France qui se retrouve, comme le reste de l'Europe d'ailleurs, dans un monde qui n'est plus régi par une globalisation heureuse, avec un marché international où les règles ne sont plus respectées. Et donc, je pense, on peut conclure brièvement que oui, il est important de ne plus ignorer une force politique qui a un tel grand nombre de députés dans le Parlement, mais si on le fait, on devrait quand même avoir quelques exigences qu'on communique sur ce que l'entreprise
le monde de l'entreprise attend des forces politiques. Akram Belkaïd. Il y a plusieurs réflexions qui viennent après ce qui vient d'être dit. Effectivement, on a eu très peu d'informations en réalité sur le contenu des échanges, sur les différends ou les convergences. On n'en sait rien. Ce qui m'intéresse, c'est dans le discours et dans les positions que prend le Rassemblement national à l'Assemblée, les votes ou positifs ou négatifs à l'encontre de certains projets de loi, on voit bien que par rapport à la base de son électorat, finalement, le Rassemblement national peut prendre des positions qui, intuitivement, seraient contraires à ce qu'attend de lui une partie de son électorat. Je pense, par exemple, à la taxation sur les super-profits. Il est évident, à mon sens, qu'une partie de l'électorat du RN y serait favorable par rapport à ce que engrangent de grandes entreprises. Et là, par rapport à cela, le RN peut se permettre d'adopter ce type de position. Ce qui compte pour le RN, c'est surtout, ça a été évoqué, de continuer à avoir un discours très dur, très radical à l'encontre de l'immigration, de la non-intégration, de la non-assimilation d'une partie de la population qui réside sur le territoire hexagonal. Et là, par contre, ça, c'est important. Et ce que je voudrais mettre en exergue, c'est une remarque qui vaut pour le MEDEF d'aujourd'hui, mais aussi d'hier. C'est la capacité qu'a cette organisation de se laver les mains de sa responsabilité quant à la question de l'immigration en France, quant à la question de la non-intégration d'une partie de la population. C'est tout de même à la demande du patronat français qu'à un certain moment, on est allé chercher des gens, qu'on est allé leur demander de venir travailler, qu'on a d'une certaine manière modifié, même si c'est à la marge, l'équation démographique française. Et jusqu'à aujourd'hui, à part quelques petites initiatives, je dirais modestes, sur, ma foi, la lutte contre les discriminations au travail, la lutte contre le chômage massif dans certaines régions de France, le MEDEF se comporte comme si cette question ne le concernait pas. Or, il est partie prenante de cet enjeu qui va dicter d'ailleurs le comportement d'un certain nombre d'électeurs en France. Et moi, c'est ça qui me fascine. On voit ce MEDEF qui se permet donc de multiplier les contacts, même s'il y a des divisions, mais on le voit aussi avoir des positions, je dirais, très très dynamiques. On a le patron du MEDEF qui est allé en Algérie il n'y a pas très longtemps, qui a renoué avec les autorités algériennes, qui est allé défendre les intérêts économiques français. Le même patron du MEDEF va à Nairobi pour parler d'investissement en Afrique. Donc il y a une espèce de diplomatie économique qui, d'une certaine manière, tend à se substituer ou en tout cas à compléter ce que peut faire la France officielle. Mais sur cette question de l'immigration, sur la question de l'intégration, ou certains diront de l'assimilation, le MEDEF est silencieux, fait comme si cela ne le concernait pas, comme s'il n'avait aucune responsabilité. Alors on me dira, ce ne sont pas les mêmes entreprises et les mêmes patrons qui ont fait appel à une main-d'œuvre, notamment nord-africaine massive. Il n'empêche, il y a tout de même, c'est une organisation, c'est une continuité. Le MEDEF, c'est l'héritier du CNPF et il serait intéressant aussi d'interpeller cette organisation sur ces questions-là. Béatrice Gibelin. Pour rester dans, j'allais dire, l'orientation de ce que vient d'exposer Akram, le MEDEF, en fait, dissocie de façon totalement artificielle ce qui serait le champ de l'économique du champ du social. C'est-à-dire qu'il n'y a, au fond, la façon dont évolue la société française, au fond, ça ne le regarde pas. Lui, il s'occupe d'économie et après, vaille que vaille, la société évolue comme elle peut. Ce qui est bien évidemment un non-sens, puisque l'entreprise fait largement partie, évidemment, de la vie de la société française. Moi, c'est ça qui me frappe beaucoup. On essaye de se dire, voilà, nous, on est en charge de l'entreprise, nous, on est des gens raisonnables, hein, on connaît l'importance de la dette, l'importance des marchés, voilà. Donc, on a besoin de savoir ce qu'ils pensent, alors en ajoutant, et comme leur programme n'est pas tout à fait au point, on va peut-être essayer de l'influencer, hein, en leur montrant vers quoi ils pourraient aller. Mais comme ça a déjà été dit, on est sorti de là en ne sachant rien, ni pour les uns, ni pour les autres. En fait, qu'est-ce que l'opinion publique peut retirer de ça ? Incontestablement,
en faisant et ce déjeuner, parce que déjeuner avec vraiment les têtes du CAC 40 et les plus importants, puisqu'on avait Capgemini, on avait LVMH, on avait Engie, on avait vraiment le top du top, le gratin. Chez Drouan, de surcroît, dans un salon privé. Donc, je veux dire, il y a une sorte d'adoubement, parce que, d'accord, on reçoit aussi les autres, mais les autres, on ne les reçoit pas de cette façon-là. Donc, on avait, j'allais dire, une mise en place public, on a même eu le contenu du déjeuner de Marine Le Pen. Alors après, on a su à la marge, on a été déçus de ce qu'elle avait à dire. Je veux dire, on est consternés qu'ils osent dire ce genre de choses, parce qu'on sait très bien son discours. Donc, moi, je m'interroge sur qu'est-ce que c'est que cette mise en scène, si ce n'est une forme de crédibilité qu'on lui accorde. Et je dirais, rebelote avec Jordan Bardella, quelques jours après, où là aussi, en grande pompe, je ne viens pas, je ne suis pas l'écolier qui vient à qui on va donner une leçon, je me pose à égalité. Donc tout ça, pour moi, est vraiment une stratégie ou une tactique, comme vous voudrez, pour crédibiliser le RN, justement avec un programme qui tire à U et à Dia, où en fait on ne sait pas exactement vers quoi ils veulent aller, mais compte tenu de l'importance de l'image et la façon dont ça a été présenté, puisqu'il n'y avait rien de précis derrière, bien sûr, ça donne « Ah oui, c'est vrai, ils sont quand même le premier groupe à l'Assemblée, donc c'est normal qu'ils soient reçus, donc c'est normal qu'on les écoute. » Et puis, ils vont recevoir les autres aussi, donc, mais ça n'aura absolument pas le même impact. De recevoir, d'abord, ce ne sera pas Mélenchon, ce sera Manuel Bompard, où ils ont reçu Olivier Faure. On le savait qu'ils avaient reçu Olivier Faure? Pas du tout. Personne ne le savait. Ça s'était fait, j'allais dire, doucement. Apparemment, ils n'ont pas eu beaucoup d'influence sur Olivier Faure. Non, pas beaucoup. Alors, je voudrais juste revenir sur un point de Michaëla. Quand tu présentes les différentes attitudes, il y a eu une attitude identique à celle de l'Allemagne vis-à-vis du Front National au début. L'AfD a surgi tardivement. Il n'y a pas si longtemps que ça que l'AfD est dans le paysage allemand. Je pense que dans quelque temps, si l'AfD reste dans ce paysage, le comportement du cordon sanitaire risque fort de bouger. Jean-Luc Bourlange. Oui, je crois que vous avez tous les trois posé la bonne question, qui est la question du statut de cet entretien. C'est pas qu'un entretien ait lieu entre les représentants du patronat et des représentants d'un parti qui représente actuellement le premier parti de France en termes d'intention de vote. On peut comprendre ça, mais ce qu'on ne comprend pas du tout, c'est quel est exactement le statut. Moi, il y a trois choses qui me choquent. La première, qui est la plus simple, c'est le problème du calendrier. Je crois qu'il est justifié de dire que le patronat doit rencontrer les candidats, au moins les plus importants, parce qu'il y aura un tas de clampins qui ne méritent pas qu'on les reçoive, mais les plus importants des candidats. Encore faut-il savoir qui sera ce candidat, et là, ça impliquait d'attendre le verdict des juges sur ça. Mais ça serait là une démarche logique, équilibrée, vis-à-vis de l'ensemble des candidats principaux. La deuxième chose, c'est une phrase qui m'a... c'est comme toujours, c'est ces espèces de semi-lapsus du président Martin qui m'a interpellé, comme on dit maintenant. C'est quand il a dit « ça ne veut pas dire que nous adhérons massivement ». Aux thèses du Front National. Alors, l'adverbe massivement est quand même significatif. Donc, il admire pas, ça veut dire qu'il adhère peut-être, mais pas massivement. Donc, il se situe en tout cas sur une démarche est-ce qu'on adhère, est-ce qu'on n'adhère pas. C'est pas du tout satisfaisant. Et la troisième chose qui est tout à fait impressionnante, c'est celle que vous avez soulignée, c'est le sens de la communication. Il aurait été parfaitement logique que le rassemblement, que le MEDEF dise, en des termes courtois, bien entendu, les inquiétudes que lui inspirait un programme qui est quand même sur la table, le programme du Rassemblement national, et qu'il marque et qu'il ouvre, en tout cas, un certain nombre de débats fondamentaux. Notamment, alors il y en a trois. Il y a le débat sur les assises sociales, c'est-à-dire les retraites,
Bon, là, il y avait quand même un discours patronal à tenir, peut-être ouvert, peut-être, etc. Il pouvait solliciter attentivement le rassemblement. Deuxièmement, le débat sur le protectionnisme et l'Europe, qui est quand même un élément absolument central. Est-ce que nous adhérons à un modèle auto-centré sur la nation, ou est-ce que nous acceptons l'économie de marché internationale? C'est un débat que le MEDEF ne peut pas éviter. Et puis troisièmement, comme l'a dit Akram, c'est le problème de l'immigration. Avec d'ailleurs pour le MEDEF une difficulté, parce qu'on voit bien que ce sont les petits patrons qui sont les plus favorables au Rassemblement national, et le MEDEF, qui représente quand même les grands, il fait attention à ne pas heurter les petits, mais en même temps, les petits sont les plus intéressés au maintien de l'immigration, parce que les hôteliers, les agriculteurs, enfin tout un ensemble de gens, ils ont besoin de chefs d'entreprise, ils ont besoin de main-d'œuvre pas chère. Et il y avait un débat sur le plan social qui aurait dû être mené. Qu'est-ce que signifie effectivement l'arrêt de l'immigration? Est-ce que l'immigration, c'est une trappe à bas salaire, ce qu'aurait pu faire valoir Bardella, en disant donc je supprime l'immigration, donc ça veut dire qu'on est obligé de mieux payer les gens, et donc on reconstitue quelque chose de différent. Enfin, il y avait en tout cas un problème de fond qui méritait d'être posé, et comme vous le dites aussi, méritait d'être posé publiquement. Alors, la question en conclusion, c'est... Alors, ils sont quand même amusants, parce que qu'est-ce qui était derrière eux? C'était l'idée, alors là, totalement inadmissible pour les représentants d'une France populaire qui méprise les élites, de dire « on va vous former ». On va vous dire à peu près ce que vous devez penser de l'économie, parce que, voyez-vous, nous savons. Alors, c'est tout à fait vrai qu'on ne peut pas dissocier l'économique du social, et comme dirait Chirac, vous n'êtes pas mon maître, ou Mitterrand, vous n'êtes pas mon maître et je ne suis pas votre élève. Bardella était fondé à dire ça. Donc, ils ont eu cette attitude de posture. Et alors, le problème, c'est à qui ça profite? Ça, moi, je crois que c'est ambigu. Parce que la thèse de la dédiabolisation, en vérité, elle est acquise. On peut le regretter ou pas. Moi, je suis de ceux qui trouvent qu'il y a des ferments, des raisons extrêmement fortes de s'inquiéter sur le plan des valeurs. Il suffit de voir ce qu'était Orban et le rapport de Madame Le Pen à Orban pour savoir qu'il y a derrière tout ça quelque chose de très dangereux, institutionnellement, géopolitiquement, éthiquement. Bon, mais ça, c'est parce que les gens sont acquis à la dédiabolisation, c'est un parti comme les autres. En revanche, c'est pas forcément de l'intérêt du Rassemblement national de mettre l'accent, c'est ce qu'avait déclaré mon ami Jérôme Jaffray, fait une analyse que je partage sur ce point, ce n'est pas forcément de bonne politique de mettre l'accent sur la chose où le Rassemblement national est le plus faible. Autant le Rassemblement national est très à l'aise quand il dit « les députés sont des voyous, les immigrés, il faut les foutre dehors, on en a marre de payer pour l'Europe », tout un ensemble de slogans populistes. Il faut dire « ah oui, quand même, alors ils en ont, l'Algérie, bon, etc. » Ça marche. Mais si on leur dit « alors maintenant... qu'allez-vous faire exactement ?» Et là, Bardella est attiré sur un débat dans lequel qu'il maîtrise très mal, et pas par manque de qualité. Tout le monde dit Bardella est pas fort, Bardella est trop jeune. Je veux bien qu'il soit trop jeune et pas fort. N'empêche qu'il a toujours fait preuve d'une très grande maturité politique. Dès 23 ans, il parlait comme moi. Je me rappelle ce que je racontais en politique à 23 ans. Déjà, ce que je raconte à mon âge, c'est pas brillant, mais ce que je racontais à 23 ans... Entre les deux, il y a eu un moment... Oui, un moment de flottement. mais lui, il était vraiment très, très carré, très maîtrisé. Le problème, c'est qu'il est à la base, derrière ça, il y a quand même cette non-dit de ce programme incroyable. Et donc, il y a derrière cette confrontation, il y a une possibilité d'enfoncer un coin entre les deux aspects du programme du Rassemblement national. Je récupère la droite, donc là, je tiens un discours compatible avec le MEDEF, ou je défends les pauvres, Hénin Liétard, Madame Le Pen. Et ce conflit-là, il est plutôt accru, aiguisé
par ce type de rencontre. Michaela Wiegel. Oui, je me suis demandé en lisant sur cette rencontre quelle était vraiment la stratégie du MEDEF et j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en plein syndrome Papenburg. C'est-à-dire, ils ont l'impression qu'ils peuvent maîtriser puisque visiblement, Jordan Bardella cherche encore ses conseillers. Ils ont l'impression qu'ils peuvent maîtriser le programme économique de Jordan Bardella et je crois que c'est une grande erreur de croire qu'ils peuvent vraiment diriger en quelque sorte sa pensée économique. Et je trouve à cet égard beaucoup plus intéressant la démarche italienne parce que ce qu'on a vu, Giorgia Meloni s'est fait élire sur un programme très anti-immigration et finalement, elle a régularisé un nombre très important de travailleurs immigrés et elle est très à l'écoute du patronat italien qui dit mais on a besoin de la main-d'œuvre étrangère et donc je crois que il faudrait trouver le Mario Draghi de la France. Vaste programme. Béatrice Gibelin. Oui, Et Meloni aussi, il faut trouver les deux. Oui, enfin, le système électoral italien n'est pas le même que le nôtre. Donc, la nécessaire, j'allais dire, coalition amène Meloni à tenir un certain discours pour se faire élire et avoir une certaine forme de pragmatisme après quand il faut diriger et gouverner un pays. Moi, je maintiens que ce temps médiatique, parce que ça a été ça, hein, très très fortement, à la fois avec Drouin et à la fois avec Bardella, contribue, accélère dans l'ensemble de l'opinion publique française qui ne prend pas le temps forcément d'analyser comme nous, la crédibilité d'un Rassemblement national comme parti de gouvernement puisqu'il parle avec les grands dirigeants économiques de ce pays. Et que ceci a un impact et a une responsabilité extrêmement forte et moi me préoccupe beaucoup. C'est-à-dire, ils sont prêts, le patronat, à ce qu'ils soient au pouvoir et on trouvera bien le moyen de s'arranger avec eux. Akram Belkaïd. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense pas que... à mon avis, le seul point, le vrai différent fondamental en valeur absolue entre le MEDEF et le Rassemblement national, c'est la question de l'immigration. Je ne pense pas que les positions prises par le RN jusqu'à présent concernant la fiscalité des entreprises, la question des retraites, soient vues comme étant un danger potentiel. C'est pas le RN qui effectivement fustige les aides sociales pour telle ou telle catégorie de la population. C'est pas le RN qui va remettre en cause, je dirais, le fait que les entreprises françaises sont totalement dopées par les aides de l'État français. Je voudrais juste continuer sur cette question sur la possibilité de mettre en difficulté dans le débat et dans le discours le Rassemblement national. Et effectivement, ce qui va se dessiner peut-être, alors c'est une hypothèse, on y reviendra dans quelques mois, mais je pense qu'on a pour le moment une espèce de célébration médiatique très prudente autour du RN, de la personnalité de Bardella, ses amours, etc. Mais je pense qu'on ne va pas tarder à voir apparaître dans la presse qu'on appelle mainstream, petit à petit, les procès en incompétence qui vont arriver, parce qu'à un moment donné, il faudra bien qu'il précise sa pensée. Et il y a deux éléments, il y a deux domaines fondamentaux dans lesquels il risque d'être mis en difficulté, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il pense là-dessus. C'est l'économie et la finance, les grandes questions, protectionnisme, quelle politique tarifaire, les monnaies, etc., la position par rapport à l'euro, et la géopolitique. Pour le moment, on l'épargne. On épargne le RN sur ces questions-là, mais je pense que la campagne électorale va être très axée sur ces questions dès lors qu'il s'agira du RN, si Bardella est bien entendu le candidat. J'ajoute qu'il y a un domaine dans lequel on attend des précisions programmatiques, c'est celui de la culture. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Akram. Simplement, je ne crois pas que ce soit un problème de compétence. Je crois que c'est un problème d'orientation. C'est-à-dire qu'il est confronté à la même difficulté, c'est-à-dire répondre à des attentes radicalement différentes au sein de son parti. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions au deuxième sujet que nous avons retenu, celui du retrait des troupes américaines d'Allemagne. Le Pentagone a annoncé le 1er mai le retrait de 5000 des militaires américains d'Allemagne d'ici un an, soit
soit 15% des effectifs des 36 000 soldats stationnés outre-Rhin. Concrètement, une brigade de combat doit quitter le territoire allemand et un bataillon d'artillerie longue portée prévu de longue date ne viendra finalement pas. L'objectif affiché est de revenir à un niveau de présence pré-2022, c'est-à-dire avant le renforcement décidé après l'invasion de l'Ukraine. Cette décision de Donald Trump intervient après des tensions avec le chancelier Friedrich Merz sur la stratégie américaine en Iran et elle vise aussi l'Italie et l'Espagne. Que des troupes des États-Unis se retirent d'Europe et d'Allemagne était attendu, a réagi le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius, tout en soulignant que la présence de soldats américains en Europe et en Allemagne servait de dissuasion collective et était dans l'intérêt de l'Allemagne comme des États-Unis. Outre-Atlantique, les chefs de file des commissions des forces armées du Sénat et de la Chambre des représentants s'inquiètent malgré tout d'un mauvais signal envoyé à Vladimir Poutine et suggèrent de redéployer ses troupes plus à l'est de l'Europe. En 2020, lors de son premier mandat à la Maison-Blanche, exaspéré par le faible niveau des dépenses de défense de l'Allemagne et par son soutien au gazoduc Nord Stream 2, Donald Trump avait déjà déclaré qu'il réduirait d'un tiers les effectifs américains sur place. Le président Biden avait finalement gelé ce projet avant de l'annuler officiellement. L'Allemagne constitue le pays clé du dispositif militaire américain en Europe. Elle abrite à Stuttgart le commandement suprême des forces américaines en Europe, ainsi que le commandement des forces américaines en Afrique. Le plus grand terrain d'entraînement militaire américain à l'étranger se trouve près de Grafenwöhr en Bavière, et c'est aussi en Allemagne, à Landstuhl, dans la Rhénanie-Palatinat, qu'est installé le plus grand hôpital militaire américain en dehors des États-Unis. Enfin, l'énorme base aérienne de Ramstein en Rhénanie-Palatinat a joué un rôle logistique clé dans la guerre avec l'Iran. Ces implantations ne se limitent plus à une logique de présence symbolique ou de dissuasion, mais constituent des points d'appui opérationnels majeurs pour Washington, des plateformes avancées, mais aussi des hubs logistiques indispensables à la conduite des interventions militaires en Irak, en Afghanistan et plus récemment vers l'Iran. Les dirigeants européens doutent de plus en plus de la possibilité d'une intervention américaine en cas d'attaque de leur territoire. Désormais, il faut sans aucun doute renforcer la dimension européenne au sein de l'OTAN, a rappelé lundi Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Défendu de longue date par Paris, le renforcement du pilier européen de l'Alliance est désormais partagé par de nombreux alliés, dont Berlin, Londres, La Haye et Stockholm. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est évidemment une décision très importante, très significative, très lourde symboliquement. Rappelons-nous quand même que le président Kennedy a eu son immense heure de gloire en déclarant devant le mur de Berlin « Ich bin ein Berliner », c'est-à-dire affirmant une solidarité intangible, complète entre les États-Unis d'Amérique et l'Allemagne fédérale. Cette décision prend trois formes en vérité. Une forme assez classique qui est la demande implicite de, comme on dit en bon langage ottanien, de burden sharing, c'est-à-dire d'un meilleur partage du fardeau. Ça, c'est quelque chose qui était commun à l'ensemble des administrations américaines, et c'est un message Obama, Biden, Trump, et c'est un message qui a été parfaitement reçu par les Européens, même si effectivement, c'est jamais facile de passer en quelque temps de 2 à 5% du PIB affecté à la défense. Donc, c'est pas ça l'originalité. Là, il y avait un terrain de consensus entre les Américains et les Européens. La deuxième chose, c'est le retrait des troupes. Ce qui est quand même, il faut bien voir que c'est une inversion de ce qui s'est produit depuis l'invasion de l'Ukraine. Le retrait des troupes, la diminution de la présence des troupes américaines en Europe occidentale et notamment en Allemagne, ça a été une constante depuis la chute du mur de Berlin jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. Et depuis lors, on a changé la direction et Biden a notamment renforcé la fête. Donc là, on a une inflexion quand même qui est assez
intempestive, assez inopportune en termes de calendrier. Et puis, troisièmement, il y a cette allusion à laquelle, la décision à laquelle vous avez fait allusion, Philippe, c'est-à-dire l'arrêt, la renonciation à l'envoi de missiles à longue portée avec des têtes conventionnelles, qui est un élément essentiel de défense de l'Europe face à l'apparition de nouvelles menaces consécutives à la guerre d'Ukraine. Donc là, il y a véritablement quelque chose qui est assez choquant. Mais il faut bien voir que c'est pas simplement le fait d'enlever 15% des troupes. On rappelle toujours ce que disait le général Joffre en 14, quand on lui disait qu'il fallait des troupes anglaises en France pour affirmer la solidarité anglaise, et on lui avait demandé combien. Et il avait dit oui, 1, mais à condition qu'il se fasse tuer. Donc, là, c'était un peu plus. Donc, bon, alors là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que quand Trump prend des décisions, on essaie de comprendre toujours ce qu'il y a derrière ce flatus vocis, ces déclarations. D'abord, il y a effectivement la volonté de punir l'atteinte à l'ego. C'est quand même le tout à l'ego, hein, Trump. Et là, et alors il s'en prend d'ailleurs aux gens qui sont assez proches de lui. Parce que Merckx, moi je me rappelle Merckx dans le bureau de la Maison Blanche, en format Zelensky, si je puis dire, c'était un petit garçon. Et il avait cautionné assez précisément, il avait dit les Américains font le sale boulot en Iran, donc il ne s'était pas du tout mis bien sûr sur la ligne de Sanchez, mais même sur la ligne de Macron ou de Starmer. Il était plus. Alors ça, il s'en prend précisément à celui-là. Comme il s'en prend à Mélanie, qui était quand même celle des leaders ouest-européens qui étaient le plus proche de lui, comme il s'en prend à Starmer, alors que les relations special relationship entre le Royaume-Uni et les États-Unis, c'est quand même la loi. Donc, c'est quand même très intéressant qu'ils s'en prennent toujours à ses alliés. En revanche, c'est évidemment quelque chose qui sert Poutine, et Poutine, objectivement, joue un rôle actif au service des Iraniens. Donc il y a quand même quelque chose d'assez étonnant dans la distribution des punitions. Le deuxième objectif, c'est à mon avis l'affaiblissement de Merckx. Ça, je crois qu'il y a une idée qui n'est pas idiote, qui est de dire Merckx est fragile en Allemagne. Il a manifestement fait une sortie de route dans cette déclaration qui a été mal contrôlée, etc., où il avait parfaitement raison, d'ailleurs, sur le fond, en disant que les États-Unis on ne savait pas où ils allaient, et que les Iraniens les humiliaient, ce qui évidemment a humilié surtout Trump. Mais c'était sans doute pas à dire dans la stratégie de Merckx, où les gens sont prompts, je ne sais pas ce qu'en pense Michaela, mais j'ai l'impression que les Allemands sont quand même prompts à dire où va-t-il, que déclare-t-il, est-ce qu'il nous expose, on veut garder nos bases, on veut, etc. C'est imprudent. Donc, comme il est fragile, et je crois que Trump veut appuyer là-dessus pour, comme constamment, renforcer les forces anti-système en Allemagne. Troisième chose, est-ce que ça supplante ou ça intimide? Moi, je crois que le but n'est pas du tout de favoriser une relève de l'Europe, même, alors la relève, il a tout à fait intérêt à maintenir l'OTAN, à maintenir ses bases, à maintenir des armements à condition qu'on les paye. Et c'est quand même un élément essentiel, l'OTAN, tous les adversaires de Trump, même républicains, même ses partisans républicains qu'il critique le disent, c'est un élément essentiel de la projection américaine. Donc il n'est pas, ce qu'il veut faire, c'est à mon avis faire payer l'OTAN par nous, et puis et puis se dégager en fait de l'article 5, en disant on fera rien. Et alors la dernière chose, c'est effectivement, est-ce qu'il veut servir Poutine? Donc intimider, je veux bien intimider, ça veut dire, c'est Marc Rutte qui dit vous avez très bien compris, les Européens ont très bien compris, ils vont s'armer, ils vont faire les choses. Donc comme on ne peut pas à court terme
se substituer aux Américains, il nous fait chanter, il nous fait danser, et c'est extrêmement... Alors là, est-ce que derrière ça, il y a une politique objectivement de soutien à Poutine? On peut le penser, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure. C'est quand même quelque chose qui est très paradoxal. On ne sait jamais quelle est la nature profonde des liens entre Trump et Poutine, mais c'est quand même très paradoxal, cette situation. Et là, je m'interroge finalement, en conclusion, sur le fait absolument dramatique de la politique américaine qui consiste à construire la grandeur de l'Amérique, MAGA, que moi je remplace par Massa, Make America Small Again, construire la grandeur de l'Amérique sur la destruction du lien occidental. Et je crois que la destruction du lien occidental, c'est une garantie de faiblesse, de perte de pouvoir des deux côtés de l'Atlantique. Donc cet homme est dangereux. Michaela Wiegel. Oui, je pense, comme Jean-Louis l'a très bien dit, nous sommes au cœur de la stratégie d'intimidation et de punition de Trump. J'aimerais rappeler un petit peu le cadre. L'Allemagne n'a pas d'ambassadeur américain depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, alors que pendant son premier mandat, il avait nommé l'ambassadeur, l'homme probablement le plus détestable de son entourage, Richard Grenell, qui a passé tout son temps à critiquer l'Allemagne. Et là, maintenant, on est même en deçà de la critique permanente. On a juste un chargé d'affaires. Et effectivement, le chancelier Merz a, pendant une visite dans une école, eu des mots très, très vrais, on dirait, mais très, très durs aussi à l'égard de la stratégie erratique du président Trump en Iran. Et la punition et l'intimidation n'a pas laissé attendre. Alors, il y a eu l'affaire du retrait des troupes, mais il y a aussi la menace qui cible très clairement l'industrie automobile allemande, 25% de douane supplémentaire. Et je recommande à tous nos auditeurs de lire ou d'écouter l'entretien du New York Times avec Tucker Carlson, qui a rompu là avec Trump, mais qui décrit très bien de l'intérieur ces mécanismes en jeu. Il dit, quand on est dans l'entourage de Trump, c'est comme si on était sous hash, sous cannabis. Le monde réel disparaît et alors il dit, je ne comprends pas moi-même, mais il y a une telle pression exercée que même ceux qui ont une idée différente n'osent plus l'exprimer. Et donc, ce mécanisme fait en sorte que ou on est avec Trump ou on est contre lui. Et tous ceux qui essayent de sortir de ce rôle d'infériorité ou de vassalisation, comme le chancelier Merz, probablement inconsciemment, parce que c'était pas voulu, tous les mots qu'il a dit après servaient à rattraper son positionnement. Donc, je crois c'est effectivement très néfaste et ça servira à affaiblir encore davantage l'OTAN. Alors, en ce qui concerne la situation militaire de l'Allemagne, je pense que réellement, et je me suis plongée dans un autre retrait de troupes, des troupes françaises, que je trouve avec le recul très rapide et malheureusement pas très stratégique, parce que serait la perception de la puissance militaire française aujourd'hui en Allemagne s'il y avait encore beaucoup de soldats français? On a, après la réunification, très rapidement la France a retiré 10 000 soldats et après, jusqu'à l'aube des années 2000, a retiré tous ces soldats, même a déplacé le centre de la brigade franco-allemande sur les territoires français. Et donc, on n'a plus aucune présence quotidienne de troupes françaises en Allemagne. Et donc, cette menace de retirer
retirer peu à peu les troupes américaines montre à l'Allemagne ou à l'opinion publique allemande l'Allemagne est seule. Et donc, on va être un petit peu dans les prochains mois, je pense, dans la recherche d'une tutelle. Parce que ce qu'on peut constater, et on le voit à travers cette action qui veut réintroduire une sorte de service militaire volontaire en Allemagne, les jeunes ne répondent pas. Ils ont un questionnaire à remplir et là, on a des premiers chiffres que 20% ont répondu alors que c'est normalement obligatoire. Donc, on n'est pas sorti du pacifisme et on a toujours cette attitude allemande qui consiste à se dire on a besoin d'une protection extérieure pour nous protéger nous-mêmes de nos penchants belligérants, que je vois plus tellement, mais ça reste très ancré dans l'esprit allemand. Et d'un autre côté, parce qu'on n'est pas aujourd'hui, malgré des discours politiques, capable de se défendre tout seul. Et je crois que la France aura un très grand rôle à jouer dans cet entre-deux. Il est malheureux que nous rentrons en campagne présidentielle où justement, c'est tout sauf la stabilité politique. Mais je crois l'aspect que Jean-Louis a mentionné qui est le plus important, c'est que Trump a rompu la promesse de Biden de vraiment défendre le territoire allemand et européen à travers le stationnement des fameux Tomahawk. On sait que ça correspond probablement aussi à un problème de production américaine parce que ces fameux Tomahawk sont beaucoup utilisés pendant la guerre en Iran et qu'on n'a probablement pas envie de vider davantage les stocks et que Poutine, d'ailleurs, les menaces de Trump étaient consécutives à un autre appel entre Poutine et Trump. On n'en sait pas ce qui s'est dit, mais le soupçon est quand même là que ça pouvait aussi être fait pour plaire à Poutine. Akram Belkaïd. Bien, je voudrais faire un préalable avant de développer pour dire que je ne fais absolument pas partie des contempteurs forcenés des États-Unis ayant un lien familial, personnel très important avec ce pays. Néanmoins, j'aimerais poser la question toute simple qui est jusqu'à quand ? C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure d'effectivement de lien occidental entre les États-Unis et l'Europe. Moi, j'ai toujours relativisé ce lien, non pas son existence, mais la manière dont il est perçu. C'est-à-dire qu'on a l'impression, souvent dans les discussions, notamment en Europe, qu'on parle d'égal à égal, entre partenaires, entre alliés. C'est faire fi, je dirais, d'une brutalité, d'une manière de voir les choses qui ont toujours existé et qui ont précédé Trump. Trump n'est que l'expression brutale, radicale d'une vision qui a toujours existé aux États-Unis, qui a toujours été celle de considérer que les Européens devaient se plier à la volonté de faire des États-Unis. Et quand je regarde le nombre de crises que nous avons eues entre l'Europe et les États-Unis, de crises potentielles, je rappelle qu'il y a eu ce scandale absolu des écoutes de la NSA de dirigeants européens. Je rappelle qu'il y a pas, concernant la France, il y a cette amende maximale infligée à la BNP. Il y a toutes ces questions d'extraterritorialité liées au dollar. Il y a plus récemment encore, ces sanctions infligées à 5 personnalités européennes, dont Thierry Breton, des gens qui sont mais vraiment punis par les États-Unis. Alors l'Union européenne a protesté, mais où sont les sanctions ? Où est la réciprocité ? Donc moi, tout ça me fait dire que en fait, Trump ne fait que exacerber une attitude, une manière de voir les choses qui ont d'une certaine manière toujours existé, parce que on pense que ce que nous avons hérité de 45, de 44-45, du lendemain de la Seconde Guerre mondiale perdure. Or, je crois que c'est fini. Y compris aux États-Unis, on est passé à autre chose, et c'est ça que les Européens n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à se représenter ou n'arrivent pas à admettre. On est dans le déni. On pense que, ma foi, Trump va perdre les élections et on va avoir de nouveau quelqu'un de raisonnable, que ce soit un républicain de type classique ou un démocrate. Non, les choses évoluent. Est-ce que
Est-ce qu'un président américain demain va être capable d'accepter l'idée que Baltimore ou Kansas City soient détruites parce que Stuttgart aura été bombardé? Moi, je n'en suis pas si sûr que ça. Et donc, il est temps peut-être que les Européens se réveillent et sachent parfois dire non, mais de manière ferme, directe, avec les États-Unis, se fâcher avec les États-Unis, prendre des sanctions quand il le faut, en réciprocité. Je trouve, pour y revenir encore, que l'affaire Thierry Breton, pour moi, elle est minimisée, elle est minorée, on a des déclarations, mais on n'a pas d'action. Comment voulez-vous être respecté dans ce type de relations bilatérales si on encaisse sans jamais être capable de démontrer aux États-Unis que l'Europe n'est pas la vassale que Washington croit être? Béatrice Gibelin. Oui, pour poursuivre la réflexion d'Akram, ce qui est sûr, c'est qu'il y a parmi les 27 des gouvernements, des États qui aimeraient pouvoir tenir la dragée haute. Mais nous sommes 27 et que parmi les 27, d'autres ne sont absolument pas prêts à cela. Ce qui fait que, ne serait-ce qu'appliquer les sanctions prévues d'ailleurs par Thierry Breton, c'est bien pour ça qu'il est visé sur le numérique, qui seraient des sanctions très très lourdes, qui ne sont peut-être pas encore appliquées, mais qui le seront peut-être aussi. On ne peut peut-être pas désespérer de tout. C'est effectivement un enjeu extrêmement important. Donc, on a ce gros problème-là. Au-delà de ça, c'est quand même clairement, même si, comme le disait Jean-Louis, au fond, il a besoin de l'OTAN et l'OTAN va rester, mais il faut qu'au fond, aux Européens de payer l'OTAN. Hein, voilà. C'est plus un contrat politico-militaire, c'est un marché. Et de se défendre, pas seulement de payer. Oui, et qui se défendent aussi. Oui. Effectivement. Bon, mais là, c'est un coup dur. C'est un coup très dur avec des États qui sont confrontés directement à la stratégie de Poutine. C'est-à-dire, je pense à la Pologne, qui est quand même un poids maintenant devenu lourd dans l'Europe. Je pense à l'Allemagne, qui est aussi très, très confrontée à cela. Bon, on voit le cas de l'Ukraine. Et quand on dit, au fond, le changement quand même majeur dans les prises de conscience européennes, c'est l'invasion de l'Ukraine. À partir du moment où il y a eu l'invasion de l'Ukraine, si tu veux, Akram, on ne peut pas dire ça a toujours été comme ça, ils nous ont toujours tenu la dragée haute. Maintenant, on est dans une autre situation que celle que nous avons connue de 1945 à février de 2022. Donc, et que la compréhension de la stratégie de Poutine est absolument fondamentale. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui commence un peu à évoluer. Mais que l'Europe devienne une puissance, c'est un changement mental absolument énorme, puisqu'elle s'est construite sur l'idée que plus jamais ça, plus la guerre, le doux commerce va nous protéger de tout ça. Donc, sur une logique de non-puissance, et au sens militaire du terme. Donc, c'est un bouleversement mental. Quand Nicolas dit on reste pacifiste parce que, de par notre histoire, c'est pas seulement, c'est aussi que tout le discours depuis 1945 est un discours qui amène à ce pacifisme. Donc on est sur un changement profond. Et ça sera mon dernier point, c'est qu'il n'est pas si facile que ça de passer à une offensive militaire capable de se défendre. C'est essentiellement du matériel américain. Donc, il faut qu'on ait l'accord des États-Unis, parfois pour l'utiliser. C'est eux qui l'entretiennent. Et créer une industrie militaire européenne va demander beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, y consacrer beaucoup d'argent, et qu'on est très, très loin du compte. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je rebondis sur ce qu'a dit Akram. Je pense que vous avez combiné deux choses différentes. C'est-à-dire, vous avez sous-entendu que l'Alliance occidentale, ça n'était pas grand-chose. Or, je crois et vous avez cité un certain nombre d'exemples, Breton paraît tout à fait significatif. Il y a d'autres choses, il y a des juges qui n'étaient pas autorisés, alors ils avaient fait leur fonction, qui n'étaient pas autorisés à aller aux États-Unis. Mais je crois qu'il faut vraiment distinguer le passé et le présent.
Je pense que l'alliance a été quelque chose de très, très sérieux. Les États-Unis ont permis le redressement économique de l'Europe. Les États-Unis ont permis la sécurité de l'Europe face à l'URSS en des moments difficiles. Et il suffit d'ailleurs pour le voir de comparer la revue stratégique ANSS à l'époque de Truman à celle qu'on vient de publier pour voir que c'est tout le contraire. Le choix américain, évidemment, il y avait des raisons aussi d'intérêt, mais ça c'est logique. On n'est pas chez les philanthropes absolus, mais l'idée c'était qu'il y avait un jeu à somme positive, une alliance à somme positive entre les deux pays, les deux ensemble. Et puis, deuxièmement, ça n'a pas empêché des tensions. On a eu des tensions très fortes sur la force de dissuasion française, avec les discours de McNamara, etc. On a eu des tensions sur la guerre de Vietnam. La plupart des opinions européennes étaient hostiles, et le général de Gaulle. On a eu un accord sur la guerre du Koweït, mais on a été... En règle générale, les Allemands, les Français et les Espagnols, après le changement de pouvoir en Espagne, ont été hostiles à la guerre d'Irak. On a toujours eu des désaccords. Ce que nous voyons, c'est quand même quelque chose de nouveau. Alors certes, l'extraterritorialité, ça vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose d'ancien et qui était l'élément d'impérialisme. Je crois que c'est quand on réfléchit, c'était ça l'élément principal d'impérialisme contre lequel nous devions lutter et nous ne l'avons pas fait. Mais pour le reste, tout est nouveau. La façon dont on procède, c'est entièrement nouveau. Et là où je m'interroge, mais je ne suis pas du tout en désaccord avec vous, je ne crois pas que ce soit quelque chose de transitoire. Je crois que c'est quelque chose que c'est... Évidemment, on a une personnalité assez atypique à la tête c'est le moins qu'on puisse dire, à la tête des États-Unis d'Amérique, mais au-delà de cette singularité psychologique un peu préoccupante, on a vraiment des tendances de fond. Et là, la difficulté pour nous, c'est le temps. C'est le temps, c'est qu'entre le moment où l'Amérique renonce à nous défendre et où nous sommes capables de nous défendre, il y a 5-10 ans, compte tenu de l'état de notre dépendance, dans lequel nous sommes extraordinairement vulnérables. Et c'est sur cet écart de temps que joue de façon extrêmement cynique le président des États-Unis. Afin de réduire l'écart de temps, je vais ouvrir notre dernière séquence, la séquence des brèves, en vous annonçant ce que seront les prochaines thématiques. La semaine prochaine, nous recevrons Pierre Gatineau qui est l'auteur avec Antoine Isambard, chez Albin Michel, d'un livre intitulé « Les espions du président » qui revient sur les transformations, les nombreuses transformations et les très intéressantes transformations de l'espionnage qui, depuis la fameuse série qui, en France et dans le monde, a eu un succès considérable, la série de légende, a connu encore de nouveaux changements. Et puis le dimanche de Pentecôte, il m'a semblé qu'il était opportun de recevoir Sébastien Fett. Sébastien Fett a écrit un livre extrêmement intéressant et très documenté sur les évangéliques dont on sait ou dont on croit savoir. En lisant le livre de Sébastien Fett, je me suis aperçu que certaines des croyances qu'on peut avoir à propos de ce mouvement étaient erronées ou étaient obsolètes, notamment sur la place qu'ils occupent aux États-Unis, qui est de moins en moins forte, alors que la place qu'ils occupent dans d'autres continents, et notamment l'Afrique, est de plus en plus importante. Bref, avec Sébastien Fett, nous ferons le point le dimanche de Pentecôte sur le mouvement évangélique à travers le monde, et puis il y aura encore d'autres thématiques, mais qui ne sont pas encore programmées, notamment une autour du président des villes sous préfecture qui essaye de rassembler toutes les revendications des municipalités, des villes, des régions, des micro-régions qui se considèrent comme en dehors du mouvement économique et du mouvement social, mais comme maintenus en dehors plutôt que naturellement en dehors. Michaëla Wiegel. Oui, nous avons commencé l'émission avec des repas chez Druon et je vais terminer par un repas chez Druon. En 2017, chez Druon, on a décerné le prix concours à l'historien Éric Vouillard pour son livre « L'ordre du jour ». Et je pense, s'il y a un livre d'actualité, c'est celui-là. C'est le récit comment le grand patronat allemand
s'est laissé en quelque sorte embarquer par Hitler, a donné des fonds importants pour financer sa campagne électorale et même la promesse qu'il n'y aura pas d'autres campagnes électorales les a pas refrain de le soutenir parce que il pensaient que c'était bon pour leur business, comme on dit. C'est un livre qui montre à quel point Hitler s'est joué des industriels, mais aussi que ce qu'on appelle l'heure zéro, la Stunde Null en Allemagne, n'était pas vraiment une, parce que malgré tout, ces grandes entreprises ont perduré et ils ont payé des dédommagements relativement faibles par rapport à tout ce qu'ils ont fait, le travail forcé et d'autres crimes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Akram Belkaïd. Bon, alors on ne s'est absolument pas concerté d'avance, mais j'aimerais aussi vous parler d'un livre d'Éric Vuillard qui vient de paraître en poche, qui est paru en 2022 chez Actes Sud et qui est intitulé « Une sortie honorable ». Alors, une sortie honorable, c'est l'expression consacrée par rapport à la situation en Indochine, la guerre que la France a menée en Indochine. Et dans ce livre exceptionnel, qui mêle à la fois le récit, l'histoire, mais aussi la littérature, la grande littérature, Vuillard fait plusieurs portraits. Alors, il décrit les discours à l'Assemblée nationale. Il parle de Max Brusset, secrétaire d'État aux forces armées, ces fameuses formules. Il parle d'Édouard Herriot. Il parle aussi de John Foster Dulles, qui est emblématique de cette opposition entre ce qu'est l'Amérique réelle et les valeurs qu'elle prétend incarner. Il parle de Lattre de Tassigny, qui a fait une tournée aux États-Unis pour aller demander de l'argent et des armes par rapport à cette guerre, qui a terminé, comme on le sait, par le désastre de Dien Bien Phu. Mais surtout, ce qui est important dans ce livre, c'est qu'il y a la figure de Mendes France, qui fut le premier à évoquer un accord politique nécessaire. C'était le 19 octobre 1950, ça ne nous rajeunit pas, mais il fut le premier et il n'a pas été entendu. On a mis du temps avant de se décider à négocier avec les Vietnamiens. Et pour conclure, j'aimerais citer cette phrase de l'auteur quand il décrit ce que fut le discours de Mendes France devant ses pairs députés. Il dit, j'ouvre les guillemets, « Et il sembla que l'expression, entre guillemets, élue du peuple, voulait parfois dire quelque chose. » Béatrice Gibelin. Moi, ce serait un atlas, une collection d'atlas géopolitiques, Israël-Palestine, qui a été réalisé par Delphine Papin, qui est aujourd'hui chef de rédaction au Monde, et Gilles Paris, qui est grand reporter. C'est publié chez Talandier avec Le Monde. C'est un atlas extrêmement intéressant. D'abord parce que c'est le premier qui est centré sur Israël-Palestine, qui est à la fois, qui retrace l'histoire, comment c'était avant, et comment Israël se constitue dans cet environnement hostile, comment les Palestiniens se construisent eux aussi en tant que nation dans cet environnement si particulier, avec des focus extrêmement précis, c'est-à-dire des cartes à des échelles différentes. Hébron, par exemple, il y a une carte d'Hébron qui est extrêmement intéressante et qui explique véritablement comment les choses se passent. Il y a des graphiques sur la question, par exemple, de la démographie, dont on entend sans arrêt parler, selon les points de vue des uns et des autres. La démographie va tout régler, ce qui n'est pas bien évidemment le cas, qui parle très très bien des conséquences du 7 octobre et aussi de la situation aujourd'hui dans une sorte de reconfiguration du Moyen-Orient. C'est un outil absolument indispensable pour ceux qui veulent comprendre. Jean-Luc Bourlange. Oui, je voudrais parler de la famille Veil. Je pensais en écoutant Michaela et du rôle de certaines entreprises qui ont surnagé. Un jour au Parlement européen, il y avait un dîner organisé de communication par l'entreprise Siemens. Et j'avais dit à Simone, ouais, je vais à ce dîner. Simone Veil. À Simone Veil, oui. Et je vais à ce dîner. Et elle m'a répondu, moi non. Voyez-vous,
j'ai déjà travaillé pour Siemens. Et je pense que c'était sobrement dit. Et je voulais parler de la famille Veil parce que on a appris mercredi le décès de Pierre-François Veil, qui était un ami personnel. Et c'est pas parce que c'était un ami personnel, mais je m'entendais vraiment très bien avec lui, qui était présidé le mémorial de la Shoah, qui était un personnage extrêmement chaleureux, extrêmement sympathique, extrêmement ouvert et mesuré. Notamment, je me rappelle que la dernière conversation, je crois qu'il est mort brusquement, la dernière conversation que j'ai eue avec lui, c'était il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale pour les cérémonies organisées par Mme Braun-Pivet sur les prix des députés. Et il m'a dit je suis très très réservé sur la proposition de loi Yadan. C'était très significatif. C'est une loi qui a mobilisé une grande partie, à tort, à mon avis, de la communauté juive. C'est une mauvaise loi, mauvaise proposition, et lui s'en était fortement dégagé. Et je pense avec... et alors, je peux qu'associer au souvenir de son père, Antoine Veil. Le petit-fils d'Antoine a publié il y a quelques mois des chroniques. Il est toujours plus tard qu'on ne croit. Moi, Antoine Veil a été pour moi quelqu'un de très proche, et simplement, je crois qu'il faut rendre hommage à celui qui voulait faire de la politique, alors que c'est sa femme qui a pris la lumière et qui a porté à un degré d'abnégation et de talent extraordinaire la qualité de prince consort. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, à Nicolas Tourneau et Olivier Magloire qui s'occupent l'un de notre site et l'autre des plateformes de financement. Merci à Flavien Cagnard qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique et à Julien Neuville qui produit notre émission pour Nouvelles Écoutes. Rendez-vous mercredi pour la suite de nos conversations avec Marie-Vonne de Saint-Pulgent sur les musiciens et le pouvoir et dimanche prochain pour donc cette conversation avec Pierre Gatineau sur les espions du président.